Aujourd'hui, le chaos gagne en intensité, mais pourtant, on va tenir bon. Et pour cela, quoi de mieux que de travailler avec Colette Guillaumin. On va continuer cette série entamée la semaine dernière, parce que c'est formidable, Colette Guillaumin, et que c'était une très bonne raison de le faire. Et surtout, l'article n'est pas fini, et puis après cet article, il y aura un deuxième volet. Ne perdons pas de temps, allons-y. Petit rappel rapide, j'ai commencé la semaine dernière à lire et à commenter l'article de Colette Guillaumin, donc un article fondamental du féminisme matérialiste, intitulé Pratique du pouvoir et idées de nature, et donc c'est le premier volet, l'appropriation des femmes, pour comprendre ce que signifie l'appropriation des femmes. C'est-à-dire qu'on comprend en général assez bien ce qu'est l'exploitation, ça veut dire en fait le fait de récupérer la plus-value, le produit du travail d'une autre personne. Mais l'appropriation des femmes, qui n'est pas... Enfin, est un rapport d'exploitation qui est en fait pas seulement d'une autre intensité, mais aussi d'une autre nature, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'exploiter le travail de quelqu'un d'autre, mais aussi de posséder l'autre en tant que outil de production, en fait, que machine de production, et de le posséder jusqu'à son corps, avec des limites à cette possession, mais c'est ça qui s'appelle appropriation, ici des femmes, et qui va constituer une classe des femmes. Donc, voilà, je vous renvoie à la semaine dernière pour la première partie, et je vais continuer. Donc moi, j'ai l'édition de la réédition Sileps de questions féministes. Je vous ai mis des liens la semaine dernière, je vais les remettre cette semaine, pour continuer la lecture de cet article. Je suis donc à la page 160 du gros volume de Sileps, mais on peut le trouver autrement. L'appropriation du temps. Le temps est approprié, en italique, explicitement dans le contrat de mariage, en ce qu'il n'y a aucune mesure de ce temps, aucune limitation à son emploi, ni exprimée sous forme horaire, comme c'est le cas dans les contrats de travail classiques, qu'ils soient salariaux ou non. Les contrats de louage ou contre-entretien spécifient un temps de travail et un temps de liberté, fête, jour de repos, etc., ni exprimé sous forme de mesure en monnaie. Aucune évaluation monétaire du travail de l'épouse n'est prévue. Donc ça, je vais le signaler tout de suite ici. Ça entre en écho, alors je pense que ça prépare, qu'il est postérieur, au très célèbre article, très mal compris, enfin moi je me rappelle de la réaction horrifiée à la lecture des débuts de l'article d'un type absolument lambda et inintéressant. Je sais pas pourquoi j'ai fait lire du Delphi, c'était vraiment con de ma part. Il ne le méritait pas, d'une certaine façon. Sur le fait que le contrat de mariage est un contrat qui sort du droit. C'est un état d'exception, en fait. Donc je vais vous mettre cet article, et c'est notamment un article très important pour comprendre la minorité des enfants. Je suis vraiment désolée pour cette interruption technique, j'ai envoyé ma mère acheter une chaise haute, c'est quand même assez compliqué, et alors en termes d'appropriation du temps, là, merci maman. Je vais mettre l'article sur l'état d'exception du contrat de mariage, et donc qui permet aussi de penser la minorité, le statut de mineur des enfants, en description. C'est un article assez complexe, mais vraiment très très important et très fort. Plus, ce n'est pas seulement de l'épouse qu'il s'agit, mais bien des membres en général du groupe des femmes. Et ça, c'est important parce que ça ne se limite donc pas au contrat marital, on va le comprendre. Ça, c'est quelque chose qui permet de vraiment saisir ce qui se passe. Quand j'étudie Renan, le rôle de la sœur aînée de Renan pour Renan et la façon dont non seulement la mère, mais aussi la sœur aînée ont vécu à domicile, mais ont aussi consacré leur vie à Renan, comme ensuite les enfants, enfin les filles, c'est quelque chose de complètement mystérieux, mais qui permet vraiment de comprendre que le travail domestique, c'est du travail du domus, on va voir. Puisqu'en effet, les mères, sœurs, grand-mères, filles, tantes, etc., qui n'ont passé aucun contrat individuel avec l'époux, le chef de famille, contribuent au maintien et à l'entretien des biens, vivants ou non, de celui-ci. Car le lavage, la garde des enfants, la préparation de la nourriture, etc., sont assurés parfois également par l'une des mères des deux époux, leur ou leur fille, la sœur d'un des deux époux, etc. En vertu, non pas d'un contrat direct d'appropriation, comme c'est le cas pour l'épouse, dont la nue appropriation se manifeste par l'obligation légale. Et ça, en fait, voilà, il y a quelque chose qui est explicité à ce moment-là. De surcroît et première du service sexuel, c'est-à-dire cette nue appropriation, c'est par rapport à la nue propriété. La nue propriété, c'est quand vous achetez... Alors, il faut comprendre, pour tout cela, que la compréhension que l'on a du patriarcat
moderne et contemporain, moderne dans le sens post-révolution, date du changement de statut de la propriété. Et ça, pour vraiment le saisir, je vous renvoie à Colette Capitan et à Dits de Nature à l'ordre du jour 1793-1795. C'est pas formulé de façon aussi limpide dans mon souvenir, mais c'est ce à quoi m'avait amené le bouquin. Globalement, la propriété, c'est le modèle, c'est la propriété foncière de la terre. Elle est multipropriétaire dans le sens où elle est multi-usage. Il y a plusieurs types pas exactement de propriété justement, mais d'exploitation de la terre en gros. C'est-à-dire qu'une terre, elle peut amener un impôt au clergé, un impôt à la noblesse, un impôt à ci, à ça, etc. Ce qui est en fait des façons de superposer les propriétés. Ce qu'invente la Révolution française, en France, et donc après il y a toute une comparaison avec John Locke, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails qu'en plus j'ai oublié, c'est le fait que cette propriété, notamment par l'abolition du servage, fait que les gens qui appartenaient à la terre s'appartiennent à eux-mêmes, sauf pour les femmes, qui appartiennent donc au mari et non plus à la terre, mais la terre elle-même va avoir une propriété pleine et entière. Et qui va notamment distinguer nue propriété et usufruit, c'est-à-dire le fait de la propriété pure et l'usage. Donc là, ce qu'invente, je crois que c'est une invention, Colette Guillaumin, c'est cette question de nue appropriation qui va passer par le service sexuel comme une propriété foncière, alors que l'usage, c'est-à-dire l'usufruit, va être l'ensemble des autres exploitations, en gros. Ce que vous pouvez avoir en tête pour mieux comprendre ça, c'est par exemple qu'en droit foncier, vous avez également des atténuations, des réductions de votre propriété foncière avec le fait qu'on puisse vous préempter l'État par telle ou telle raison, le fait qu'on puisse vous donner des obligations, des impôts spécifiques, par exemple si vous avez un logement vacant et que c'est une résidence secondaire, ou un immeuble de rapport. Là, vous avez des impôts. Et c'est pour ça que les gens, que les libéraux gueulent autant sur les impôts, c'est pas juste parce que c'est fiscal, c'est parce que c'est effectivement une réduction de la propriété. Vous avez aussi les droits de servitude. Les passages, par exemple. Le fait qu'on ait un passage traditionnel, et un droit de servitude, ça va assez vite. Et ça, c'est une des raisons on peut le mettre en rapport avec ce qui s'est appelé l'appropriation des communs, qui est un stade du capitalisme moderne, le moment où on va mettre des haies pour les bourgeois, les nobles, mettre des haies pour s'approprier des communs, mais en fait, c'est aussi... En fait, les droits de servitude sont un temps ancien de ça. Voilà, sont un reliquat de ce temps ancien de propriété foncière commune. Et c'est très important de savoir, et ça, c'est un truc qu'on voit pas du tout en ce moment, qu'on est à une époque où ces communs, ces espaces communs, qui sont souvent des chemins, des trucs à flanc, etc., sont en train d'être revendus contre l'entretien, d'être cédés, en fait, à titre plutôt plus ou moins gracieux, ou revendus par les communautés, les communes, littéralement, donc les villages, les villes, pour se dégager de l'entretien, parce que l'entretien des choses coûte cher, et notamment parce qu'il va amener une responsabilité. Si quelqu'un tombe, les assurances peuvent se retourner contre le propriétaire. Voilà, donc une commune qui n'aura pas entretenu, etc. Et donc en ce moment, on est vraiment dans un moment de redécoupage, notamment en zone rurale, des parcelles à ce niveau-là. Et l'attribution des parcelles, par exemple parce que ça va être de l'habitation agricole, etc., là, en ce moment, est aussi en train d'être discutée et profondément révolutionnée par la sortie de zones de logement, de zones dites habitables, soit parce qu'elles vont passer en zone inondable, soit parce qu'elles sont sanctuarisées en tant que zones agricoles, pour éviter l'étalement urbain. Et ça fait qu'en fait, il y a des décotes foncières absolument majeures. Ça, c'est un truc qui est en train d'exploser et qui va vraiment arriver dans les prochains mois. Ça, c'est pour mieux comprendre... moi, je suis pas du tout juriste, mais voilà, que la propriété, c'est la propriété entière, c'est aussi quelque chose qui est récent. Et en fait, cette propriété de la terre, elle permet de mieux comprendre la propriété des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un transfert où tout le monde appartient par le servage
qui était quasiment plus une réalité, mais qui... L'abolition du servage, c'est-à-dire que les derniers serfs, c'est dans les années 1780, et l'abolition du servage, c'est avec la Révolution française. Mais en fait, l'abolition de ce lien, c'est surtout la création d'un autre lien, à la terre, mais aussi aux gens, et ça va être ce lien d'appropriation qui est jamais dit en tant que... Enfin, si, qui est dit en fait en tant que tel, mais qui fonde ce patriarcat contemporain post-révolution. C'est pour ça que la révolution est un temps féministe, parce qu'il y a des réactions, par exemple à l'interdiction des femmes dans les clubs révolutionnaires, donc à cette non-mixité imposée masculine, hein, donc c'est-à-dire cette exclusion des femmes de là où elles étaient, qui va avec, par exemple, ce projet d'interdiction de la lecture de Sylvain Maréchal. Ça, c'est quelque chose qui a été très étudié, notamment par Geneviève Fraisse et par d'autres. Donc il y en a des moments de sexisme absolu, mais d'un sexisme qui se légalise et qui se légitimise en même temps par des transformations scientifiques, voilà, globalement. Donc ça, sur la partie scientifique, on ne va pas y aller, mais voilà, et qui vont être vraiment sanctuarisées par le Code civil, dit Code de Napoléon de 1804. Mais en fait, les transformations de la propriété foncière vont modeler, et c'est absolument conscient, hein, cette propriété des femmes. À savoir que finalement, la République s'arrête à la porte du foyer, et dans le foyer, on colle les nanas, en les excluant de l'espace public. C'est ça la théorie des deux sphères. Et c'est ça, en fait, que Pige Guillaumin qui historicise Colette Capitan, et c'est un moment fondamental de notre modernité française et francophone, mais au-delà, notamment parce que la France est un empire colonial, c'est pas du tout positif de dire ça, et va exporter ses saloperies absolument partout. Et le Code civil, Napoléon va modeler la législation de beaucoup d'États. Donc là, on voit que cette propriété, ça, c'est pas du tout légal, le fait que ça retombe sur les sœurs, mais ça va permettre aussi de comprendre en quoi il y a une appropriation sociale qui est une loi sociale sans être une loi légale. C'est ce qui se passe. C'est la façon dont les choses fonctionnent. Car le lavage, la garde des enfants, la préparation de la nourriture, etc., sont assurés parfois également par l'une des mères, etc. En vertu non pas d'un contrat direct d'appropriation, comme c'est le cas pour l'épouse, dont la nue appropriation se manifeste par l'obligation légale de surcroît et première, c'est-à-dire qu'elle est censée être la seule, etc. Et donc l'inceste, c'est en fait l'extension de cette appropriation sexuelle, mais en fonction de l'appropriation générale de la classe des femmes, qui implique que son temps, son travail, est disponible sans contrepartie factuelle. Est disponible en général et indifféremment. Tout se passe, c'est en italique, comme si l'épouse appartenait en nue propriété à l'époux, et la classe des femmes en usufruit à chaque homme. Donc il y a un usage permis, et particulièrement à chacun de ceux qui ont acquis l'usage privé de l'une d'entre elles. Alors, on va le redire. Tout se passe comme si l'épouse appartenait en nue propriété, donc le foncier appartient à l'époux, mais l'usage peut être utilisé par d'autres, s'il n'est pas le seul à pouvoir l'exploiter. Et donc, en fait, et particulièrement à chacun de ceux qui ont acquis l'usage privé de l'une d'entre elles. Donc, le fait d'avoir une épouse, ça vous donne accès à toutes les femmes autour. C'est ça que ça veut dire. Donc, finalement, le fait d'en posséder une, c'est une de gagnée, 10 de gagnée. Et donc, l'appropriation de l'une va concerner toutes celles du clan. Et ça dit même que le fait même d'en posséder une permet de posséder plus largement. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous montre aussi le fait que la propriété va changer le statut de celui qui est donc un patriarche. Toujours et partout, dans les circonstances les plus familiales comme les plus publiques, parce qu'on sait très bien que cette théorie famille publique ou privée publique, elle est sociale et absolument pas naturelle, on attend que les femmes, c'est-à-dire les femmes, fassent le nettoyage et l'aménagement, surveillent et nourrissent les enfants, balaient ou servent le thé, fassent la vaisselle ou décrochent le téléphone, recousent le bouton, écoutent les vertiges métaphysiques et professionnels des hommes, etc. Sur le travail de la conversation, je vous renvoie à l'article majeur sur le travail conversationnel de Corinne Monet. Si j'oublie de le mettre en description, vous me le dites. Et donc sur toutes ces tâches domestiques, bon, on peut aller voir certains pensées A, etc. dans les comptes Instagram, mais plus largement, c'est ce qui a l'air d'être inattentif, chez les hommes s'occupant de leurs enfants, ne sachant pas, etc.,
c'est en fait le fait de ne pas être concerné, puisqu'ils ne sont pas concernés non seulement en tant qu'homme, mais parce que n'importe quelle femme peut être concernée, et va donc être interpellable pour n'importe quelle tâche, eu égard à ça, par n'importe qui. Mais ça, on le voit, parce que ça se passe, et c'est aussi pour cela que, oh là là, c'est incroyable, il n'a pas noyé son gamin en le baignant. Vite, vite, une médaille. Finalement, la norme pour les uns, c'est le rien branlax, et pour les autres, c'est exploiter jusqu'au trognon, quand bien même on n'est pas concerné par ces rapports de manière intime et privée. Et c'est ce qui fait, là, chez Coët Guillaumin, ce qui était pour Delphi un axe majeur, à savoir que le patriarcat concerne toutes les femmes aussi dans cette appropriation. L'appropriation des produits du corps. On ne vendait pas les cheveux de nos bourguignonnes, on vendait leur lait. Ces paroles entendues dans la bouche d'un vieil écrivain, Homme, TV, 16 décembre 1977, disent assez clairement que, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous croient, ni nos cheveux ni notre lait ne sont à nous, car s'ils sont vendus, c'est par leurs légitimes propriétaires, lesquels d'ailleurs, évoquant leur propre père, batelier transporteur, précisaient à propos des nourrices, toujours par le même porte-parole interposé, ils faisaient un chargement de femmes pour Paris. Et on peut penser d'ailleurs aussi au transport d'enfants par hôte, et donc à tous ces enfants. Même les nourrices, elles sont négociées par les mecs. Alors ça, c'est... contrairement à l'idée commune, c'est pour notre corps est à nous, je vous l'ai rappelé la semaine dernière, s'il y a besoin de revendiquer que notre corps est à nous, c'est donc qu'il ne l'est pas. À qui appartiennent les corps? Et donc la question du produit du corps, c'est vraiment une exploitation directe qui va rappeler, je ne sais plus s'il est explicité ici, mais cette phrase de Napoléon, à savoir que que la femme appartient à l'homme, comme les pommes appartiennent au propriétaire du pommier, au jardinier. Et donc ce qui sort de la femme, y compris les enfants, appartient aux hommes. Alors ça veut dire aussi, ça c'est pas précisé ici, que ce qui peut appartenir à un mari va peut-être appartenir davantage au père du mari, au patriarche absolu, qu'au mari lui-même. Hein. Ça c'est... Après, ça ne veut pas dire que chaque homme est un patriarche. Il y a des hommes qui sont possédés. Et c'est ça, être un patriarche, c'est cette possession, ce rapport patriarcal, c'est ce rapport qui n'est donc pas seulement une exploitation, c'est-à-dire d'usage du corps comme on pourrait avoir le corps comme un moyen de production, c'est aussi un rapport d'appropriation de l'ensemble du corps jusqu'au produit de ce corps. Et les produits, c'est pas ce qui est produit par le corps en travail, c'est ce qui est produit directement par le corps, donc les cheveux, etc. Mais la preuve toujours actuelle de l'appropriation, et alors on va quand même noter stylistiquement, d'un vieil écrivain homme non nommé, donc je n'ai pas été chercher qui c'était, comment, vous vous rappelez, une femme, comme dans l'article Wikipédia, qui pourrait désigner n'importe quelle femme. Je trouve ça absolument jouissif d'avoir cette espèce de désignation par un vieil écrivain homme. C'est comme quand vous dites un vieux mâle blanc et que vous regardez qui s'énerve autour de la table. C'est ceux qui sont désignés comme tels et qui sont effacés par la catégorie. Parce que ça, en fait, c'est une appellation que l'on réserve à des catégories nominées. Donc le fait même du renversement, qui n'est pas ici l'inversion du stigmate, c'est le fait d'utiliser le même processus de qualification pour d'autres gens, va amener cette colère. Hein. Enfin, quelque chose d'un peu insultant dans le texte, mais qui montre en même temps ce qui se joue aussi dans l'appellation. Mais la preuve toujours actuelle de l'appropriation des produits est qu'en dans le mariage, le nombre des enfants n'est pas soumis à contrat, n'est pas fixé ou soumis à l'approbation de l'épouse. L'absence pour la majorité des femmes de possibilités réelles de contraception et d'avortement en est la conséquence. Et donc c'est en cela que la légalisation de l'avortement est absolument un fait majeur, et notamment le fait que l'avortement se fait sans la consultation et a fortiori sans l'autorisation du mari. Et non, l'enfant est le produit du corps de la femme. Quand je dis homme-femme, là je prends le cas le plus classique et voilà, les modèles. Évidemment qu'une femme n'est pas définie en tant que productrice d'enfants. Mais là on parle d'un rapport social, pas de réalités individuelles, évidemment multiples, pour différents cas de stérilité, etc. Donc c'est ça. Le fait même de faire des enfants n'était pas un choix. Et donc ce sont les conséquences des relations sexuelles, qui sont elles-mêmes, cette idée d'usage, qui sont
l'enjeu de ce féminisme de la deuxième vague, ce qui se passe actuellement, c'est que ce sont les relations sexuelles elles-mêmes qui deviennent le nouvel enjeu, c'est-à-dire la possibilité de les refuser. La seule chose qui était refusée, c'était les conséquences. Non pas qu'elle ne savait pas vouloir ou pas vouloir, c'est que c'était pas encore l'enjeu primordial, tellement partait de loin. Quand bien même le procès du viol de Gisèle Halimi, avec Gisèle Halimi, etc. Donc, l'épouse doit faire et fera tous les enfants que lui voudra imposer l'époux. Et ça, c'est absolument majeur. Et Jules Falquet, dans la Combinatoire Strike, montre bien à quel point les modes de vie maritaux imposés notamment par l'obligation de résidence au domicile de l'époux sont faits pour augmenter le nombre d'enfants et non pas les réduire. Le mode de vie du régime politique hétérosexuel, malgré les différences culturelles, historiques, etc., est là pour renforcer le nombre des enfants, augmenter le nombre des enfants, selon les désirata de l'époux, et les époux qui ne veulent pas d'enfants n'en ont pas. Donc le fait de ne pas vouloir s'en préoccuper est en fait vouloir se propager, que ce soit intentionnel ou pas, que ce soit par négligence ou pas. Et si l'époux outrepasse sa propre convenance, il en fera porter la responsabilité à la femme qui doit lui donner tout ce qu'il veut, mais uniquement ce qu'il veut. Donc si elle tombe enceinte alors qu'il ne voulait pas, c'est de sa faute à elle. Le statut de l'avortement, si longtemps clandestin, existant sans exister, vérifiait cette relation, l'avortement étant le recours des femmes dont l'homme ne voulait pas l'enfant, autant que celui de celles qui n'en voulaient pas elles-mêmes. Donc ça veut dire en fait qu'elles n'allaient pas forcément avorter pour elles-mêmes, mais parfois pour lui. C'est ça que ça veut dire. Et que ça, c'est encore le cas. Et ça, le fait que l'avortement soit absolument autonome, c'est majeur. Les enfants appartiennent au père, on le sait, il n'y a pas si longtemps qu'il fallait pour qu'une mère puisse faire traverser une frontière à l'enfant, qu'elle soit munie d'une autorisation du père, la réciproque ne s'opposant pas. Et ça, c'est toujours vrai. Parce que là, moi, on me prévient, donc en tant que mère célibataire PMA solo, donc il n'y a jamais eu de père ou de deuxième parent, eh bien je justifie qu'il n'y a pas de deuxième parent. Et donc que l'autorité parentale n'est pas partagée. C'est fou, hein ? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, dans les pays riches, la possession des enfants soit d'un immense intérêt économique, encore que par rapport au travail des enfants. Et donc là, il y a toute une note sur la baisse de la natalité en Europe au XVIIIe et XIXe siècle, qui permet de voir que la limitation des naissances n'est pas forcément liée avec la contraception, avec la légalité et la technicité, enfin les nouvelles techniques de contraception. En fait, ça nous montre bien que quand on ne veut pas d'enfant, on n'a pas d'enfant. Ça parle du contrôle masculin au sens de coitus interruptus, avec aussi donc le contrôle politique des femmes ajouté par Colette Guillaumin. Là, je la résume. La violence de la résistance à une contraception ou un avortement effectivement accessible aux femmes et à toutes les femmes montre bien qu'il s'agit d'un conflit de pouvoir. Qui c'est qui possède quoi ? Qui c'est qui a le pouvoir sur ça ? D'autre part, dans certaines formes de mariage, le fait de ne pas donner d'enfants ou de ne pas donner les enfants désirés, par exemple des garçons, au mari est une cause de répudiation. Comme une rupture de contrat, on n'a pas rempli sa tâche. On a la chaise haute. Ah là là. C'est compliqué, hein, l'exploitation domestique des mamans. Les enfants appartiennent au père, on le sait, et il n'y a pas si longtemps qu'il fallait pour qu'une mère... Voilà, ça on l'a dit. Les enfants restent par contre un très puissant outil de chantage en cas de désaccord conjugal. C'est leur possession que revendiquent les hommes et non leur charge matérielle, donc leur entretien, qu'ils s'empressent de confier à une autre femme, mère, domestique, épouse ou compagne, et parfois c'est carrément la voisine, selon la règle qui veut que les possessions des dominants soient entretenues matériellement par une ou des possessions des mêmes. Globalement, vous avez votre métayer, votre esclave de maison, votre contremaître, voilà, encore dans l'écran, mais vous allez avoir des délégations de pouvoir pour l'entretien.
Ça ne veut pas dire que les gens ont du pouvoir. Ça, par exemple, c'est très important pour comprendre au Japon donc le fait que le salaire des mecs soit récupéré par les femmes. Et ça, c'est vu comme l'idée que le Japon serait un matriarcat. Il y a quand même un moment où il faut arrêter de dire des conneries. C'est absolument pas le cas, et notamment parce que ça a été une pratique très courante aussi au XIXe siècle ouvrier. Ce qu'ont les femmes dans ce cas-là, ce n'est absolument pas la richesse, c'est la pauvreté. C'est la gestion de la pauvreté. Et ce qu'elles ont, ce n'est pas des possessions, mais c'est une gestion. Alors, il peut arriver qu'il y ait de mauvaises gestions. Il y a des esclaves voleurs, il peut y avoir des employés récalcitrants, il y a... Tout ça peut exister. Hein, mais ça ne parle pas de rapport de pouvoir, ça parle d'individualité et de détournement du système et de sabotage. Mais la délégation d'une parcelle de pouvoir pour la gestion, qui va tenir en double bind, ce n'est pas du pouvoir réel et ce n'est certainement pas se posséder soi-même. La possession des enfants, production des femmes, relève encore juridiquement des hommes en dernier ressort. Les enfants continuent à appartenir au père, même lorsque la mère en a la charge matérielle en cas de séparation. Donc ça, on va aller contre un mythe français. Donc il y a des choses qui ont changé depuis les années 70, mais alors on va lire la note. La décision de garde n'est d'ailleurs jamais définitive et peut être mise en question. Le fait coutumier, les jugements vérifient que plus les enfants sont petits, c'est-à-dire plus la charge est dure, plus les mères gardent l'exclusivité de la charge matérielle, alors qu'à l'adolescence, lorsqu'ils sont désormais élevés, les liens avec les pères se resserrent. Sur toutes ces questions, voir Christine Delphi, mariage et divorce, l'impasse à double face, les temps modernes, etc. 74. Donc c'est repris dans l'ennemi principal. Et Lesseps, le divorce comme révélateur et garant d'une fonction économique de la famille, mémoire, etc. Donc ça, cette question-là, on le voit notamment sur les cas de divorce, où on sait... Donc on nous dit, oui, mais les femmes ont majoritairement la garde. Oui, c'est un accord mutuel. On va rappeler quelques évidences. Quand les hommes demandent la garde, ils l'ont la majorité du temps. On va aussi rappeler le patronyme, qu'on va donner le nom du père aux enfants le plus souvent. Et même à l'épouse, quand bien même elle ne demande pas changer de nom. Si ça, c'est pas un signe d'appropriation, on vous met le stigmate du nom de l'autre. Et vous allez avoir aussi ça, donc sur les divorces, chantage à la séparation, on reste pour les enfants, mais qui va jusqu'à l'infanticide accompagnant le féminicide ou l'infanticide par vengeance, qui lui est un fait profondément masculin, qui est du féminicide par procuration, enfin du sadisme absolu, je ne vais rien vous apprendre, et qui se distingue très clairement du néonaticide, donc du meurtre des nouveau-nés, qui, lui, est majoritairement le fait des mères, mais qui est plutôt le fait de mères en détresse, abandonnées, en postpartum, en dépression, et souvent elles-mêmes victimes de violences non résolues. Voilà. Soit récentes, soit anciennes et qui remontent. Voilà. Donc ça, c'est souvent aussi, en plus, abandonnés, isolés socialement, de leur famille, etc. Il y a des facteurs majeurs qui sont des facteurs de détresse psychologique qui ne sont pas ceux de l'infanticide paternel. D'ailleurs, une épouse ne donne-t-elle pas des enfants à son mari alors que la réciproque n'est pas exacte? Et on va rajouter, les hommes font des enfants aux femmes. Le corps individuel matériel des femmes appartient, dans ce qu'ils fabriquent, les enfants, comme dans ses parties sécables, les cheveux, le lait, à un autre qu'elle-même, comme c'était le cas dans l'esclavage de plantation. Alors attention, ici, elle ne dit pas que c'est la même chose, et je vous rappelle que Colette Guillaumin, c'est la théoricienne de l'idéologie raciste et de l'idée de racialisation, du fait donc que la race n'existe pas mais tue, et surtout que la race, c'est la façon dont on est assigné à la race. Note, dans les diverses formes d'esclavage historiquement connues, quelques-unes, dans le monde antique par exemple, ne comportaient pas de droits aussi étendus sur l'individualité physique. Certains esclaves athéniens avaient la propriété de leurs enfants, ou plus exactement, leurs enfants n'appartenaient pas au maître. Alors que dans l'esclavage moderne de plantation, le maître a toute possibilité de garder les enfants sur sa plantation, ou dans sa maison, ou de les vendre à un autre maître. La matérialité du corps des esclaves y est manipulable à merci, on peut traiter ceci comme à Rome, en animaux de combat. Et là, c'est vraiment ce que je me suis dit en étant à Arles et en voyant ces arènes magnifiques,
De dire, mais on a fait tout ça pour voir des gens dépossédés d'eux-mêmes et se battre à mort. Ça dit quand même des choses super moches sur l'humanité, quand bien même ça se réalise magnifiquement en architecture. Le servage et certaines formes de mariage historique ou non occidental n'impliquent pas non plus de droits aussi étendus. Et on peut rappeler aussi l'existence du péculin dans l'esclavage romain. Donc là, en fait, quand vous ne possédez pas vous-même vos cheveux et votre lait, vous n'avez pas votre pécule. C'est quelque chose qui est très fréquent chez les féministes du XIXe siècle de dire qu'elles ne possèdent même pas leur peigne. Le peigne avec lequel elles se peignent. Et même leur propriété, donc ça c'est toute la question de la dot, va passer en usufruit au mari, donc elles vont garder nos propriétés sans usufruit, ce qui est une perversité monumentale, et qui permet de récupérer une dot que les maris ne sont pas censés, ou tuteurs, mais elles sont mineures hein, à vie, ne sont pas censés détourner, mais dans les faits. L'obligation sexuelle. Nommer cette relation n'est pas si facile. Service sexuel, comme service militaire ou service obligatoire, ce n'est pas mauvais. Devoir sexuel, comme les devoirs de classe ou le devoir avec une majuscule, ce n'est pas mauvais. Cuissage, comme l'appellent ceux qui sont du bon côté de la relation, c'est un peu sexy cuissage. Hein. Droit de cuissage, encore un de ces termes qu'on reçoit à la figure, il a le mérite de dire qu'il s'agit d'un droit, et d'un droit exercé contre nous, sans que notre opinion sur la question ait la moindre importance. Mais il a le grave défaut d'être le terme de ceux qui jouissent du droit, nous accomplissons le devoir. Note. Ce droit féodal a laissé, alors je crois que c'est un mythe, mais ça faudrait vraiment le vérifier, a laissé dans la culture populaire française un souvenir dont l'évocation s'accompagne généralement d'une gaieté virile qui contraste avec le fait. Car après tout, en théorie, le féodal exerçait ce droit contre le mari, et cela pourrait donner une tonalité plus triste. En fait, vous n'êtes pas censé être content qu'on viole votre femme. Hein. Mais l'exacte signification de ce droit, celle de l'appropriation des femmes par les hommes, de leur caractère de choses manipulables physiquement à toute fin, travail, reproduction, plaisir, est seul resté. Le droit de cuissage n'est que l'expression institutionnalisée du concours entre les hommes évoqué ci-dessous dans les moyens de l'appropriation, confère contrainte sexuelle, qui tente de faire usage personnel d'un objet commun. Donc, il va y avoir des appropriations, donc elles sont communes, mais comment l'usufruit va se singulariser. Et donc la gaieté, c'est de rappeler la communauté des femmes. Alors, ça c'est vraiment fou. C'est absolument démentiel. Alors, dans les faits, il y a aussi des choses qui bougent et qui peuvent aller en jacquerie ou en émeute. C'est contre le harcèlement sexuel qu'a eu lieu la plus longue grève de Limoges, par exemple. C'était une grève de femmes dans les usines contre le harcèlement sexuel des contremaîtres. Mais là, alors, et elles ont été soutenues par les ouvriers. Alors, comment les choses se sont combinées, là, je ne le sais pas exactement. L'histoire du droit de cuissage, je ne la connais pas bien. Très clairement, je vais aller la chercher et je vais dire une autre chose que j'ai oubliée. Ça va me revenir. Or, on nous a toujours appris qu'à des droits correspondent des devoirs. Ce qu'on ne nous a pas précisé, c'est qu'au droit des uns correspond le devoir des autres. Dans ce cas, c'est clair. Lorsqu'on est une... Ah oui, si, que ethnographiquement, c'est quelque chose qui n'est pas si rare de coucher avec la fille de la maison, ce genre de choses, quand on est un voyageur, pour être bien accueilli, etc., ou avoir une belle table. C'est pas convoqué comme exemple par Colette Guillaume, mais on peut penser aussi à ce genre de cas. Lorsqu'on est une femme et qu'on rencontre après un certain temps un ancien amant, sa préoccupation principale semble être de coucher à nouveau avec vous. Comment ça, semble-t-il ? Comme ça, semble-t-il. Car enfin, je ne vois pas que la passion physique est à voir dans cette tentative. Visiblement pas. C'est une façon limpide de signifier que l'essentiel de la relation entre un homme et une femme, c'est l'usage physique. Usage physique exprimé ici sous la forme la plus réduite, la plus succincte, l'usage sexuel. Seul usage physique possible lorsque la rencontre est fortuite et qu'il n'existe pas de lien socio-stable. Ce n'est pas de sexualité qu'il s'agit ici, ni de sexe, c'est simplement d'usage. Ce n'est pas de désir, c'est simplement de contrôle. Il vérifie que c'est toujours là. Comme dans le viol. Si la relation reprend, même de façon éphémère, elle doit passer à nouveau par l'usage du corps de la femme. C'est-à-dire que cette relation
une fois qu'il y a eu appropriation, n'est que d'appropriation, et que l'appropriation va permettre de toujours, enfin que la drague, ça c'est le pendant de ça, est aussi là pour vérifier la possibilité d'usage d'une femme. Vous vous rappelez peut-être dans Scrubs, ça il paraît qu'il y a une nouvelle saison et que c'est très bien, là je suis pas du tout au courant, mais quand JD ne voit plus les femmes qui sont fiancées parce qu'elles vont avoir une bague. C'est parce qu'en fait elles sortent de l'usage, elles sortent de la propriété, de la possibilité d'un usage commun, de cette classe commune des femmes qui appartient en commun aux hommes. Il existe deux formes principales de cet usage physique sexuel. Celui qui intervient par contrat non monétaire dans le mariage. Et celui qui est directement monnayé, la prostitution. Et pour tout ça, je vais vous renvoyer à l'échange économico-sexuel de Paola Tabé, sauf si je me trompe, de féminisme matérialiste. Et celui qui est directement monnayé, la prostitution. Superficiellement, ils sont opposés. Il semble bien au contraire qu'ils se vérifient l'un l'autre pour exprimer l'appropriation de la classe des femmes. Je vous renvoie aussi, c'est évidemment postérieur. J'ai le ok, je vais devoir boire de la tisane pêche abricot parce qu'en plus c'est très bon. Ça vous dirait des bonbons. J'ai un goût. J'aime pas l'été, c'est un peu trop raffiné pour moi. J'aime bien boire des bonbons. Mais je ne mets pas de sucre, je suis raisonnable. À Andrea Dworkin et aux femmes de droite, où elle développe notamment l'idée du double modèle de la ferme et du bordel pour le mariage et la prostitution. L'opposition apparente porte sur l'intervention ou la non-intervention d'un paiement, c'est-à-dire d'une mesure de cet usage physique. La prostitution réside dans le fait que la pratique du sexe est d'une part rémunérée en quantité déterminée, et que d'autre part cette rémunération correspond à un temps déterminé, qui peut aller de quelques minutes à quelques jours et à des actes codifiés. La caractéristique de la prostitution est principalement que l'usage physique acheté est sexuel et uniquement sexuel, même si ce dernier revêt des formes qui semblent éloignées du strict rapport sexuel et présentent des parentés avec les conduites de prestige, le maternage, etc. La vente limite l'usage physique à l'usage sexuel. Je suis pas complètement d'accord avec ça, mais ça permet d'avoir le modèle. Le mariage, au contraire, étant l'usage physique à... C'est-à-dire, mais là, je pense qu'il faut aller lire Tabé pour avoir beaucoup plus de détails. Le mariage, au contraire, étant l'usage physique à toutes les formes possibles de cet usage, dont précisément et centralement, mais entre autres, le rapport sexuel. C'est-à-dire que je pense que l'usage sexuel est une appropriation, mais qu'il y a bien souvent des volontés d'aller outre la norme consentie ou l'accord, qu'il soit financier, etc. Ça, c'est une autre question. Pour avoir un peu plus et approprier un peu plus. Parce que ça, c'est le rapport de la classe des femmes à de la classe des hommes vis-à-vis de la classe des femmes. C'est-à-dire que la limite qui est posée va toujours être, ou très souvent, ou majoritairement, franchie. Ça peut être qu'une fois, à un moment, l'air de rien, mais amener une appropriation supplémentaire. Qui va, en fait, marquer l'appropriation par, en fait, un abus, littéralement. Le mariage, au contraire, et donc c'est pas spécifique à la prostitution là, mais je pense que la prostitution n'en est pas exempte. Le mariage, au contraire, étant l'usage physique à toutes les formes possibles de cet usage, dont précisément et centralement, mais entre autres, le rapport sexuel. Il est obligatoire dans le contrat de mariage, et d'ailleurs, son non-exercice est une cause péremptoire d'annulation, non pas divorce, mais bien annulation. Donc ça, c'est, je crois, toujours le cas, mais le devoir conjugal est en train de basculer à force de jurisprudence, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui ne va pas être dans la loi peut être retenu en motif de divorce et faire jurisprudence. C'est aussi là que la question légale est complexe, et là, je vais vous renvoyer à des juristes, si vous avez des références, on les met en commentaire. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le combat féministe, donc là, ça a plus de 50 ans, ce texte, il négocie, voilà, pas à pas, des marges de liberté, sans arriver à remettre en question cette appropriation, mais en la reculant de plus en plus. Et c'est majeur, parce que je ne sais pas comment on fait autrement. Mais c'est déjà, c'est majeur, c'est hyper important. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui ont l'air, en fait, dont on ne se rend pas compte qu'elles sont là, même légalement, et encore moins socialement. Et il y a de véritables victoires, et il faut les voir pour ce que c'est. Ce sont des victoires qui font reculer cette appropriation, et donc qui, en retour, vont donner
un peu plus de propriété d'elle-même, c'est-à-dire d'autonomie aux femmes. C'est ça, l'émancipation. C'est trouver ou retrouver sa propre autonomie. C'est pas forcément retrouver, parce que ça voudrait dire qu'on l'a perdue. Moi, je pense que les femmes l'ont jamais eu. Donc le mariage, est donc l'expression principale du rapport qui s'établit entre deux individus particuliers dans la forme mariage, comme dans la forme concubinage, qui est un mariage coutumier. C'est juste qu'il n'est pas sanctuarisé par la loi. Le fait de pratiquer cet usage physique hors du mariage, c'est-à-dire pour une femme d'accepter ou de rechercher la prise en main, même limitée au rapport sexuel, d'un autre homme, est cause de divorce. Si l'on préfère, une femme ne doit pas oublier qu'elle est appropriée, et que, propriété de son époux, elle ne peut évidemment pas disposer de son propre corps pour faire autre chose. Le mari également peut être cause de divorce s'il est lui-même adultère. Mais pour cela, il ne suffit pas qu'il fasse un usage sexuel d'une autre femme. Il faut qu'il s'approprie cette autre femme. Comment ? L'adultère n'est établi pour un homme que dans le cas d'une liaison, c'est-à-dire d'une tentative de briser la monogynie, donc le fait d'avoir une seule femme, qui est la forme conventionnelle de l'appropriation conjugale des femmes, ici et aujourd'hui. Donc ça veut dire amener sa femme et l'entretenir sous le toit conjugal est encore aujourd'hui requis par la loi espagnole comme condition de l'adultère des hommes, comme c'était le cas dans la loi française autrefois. Donc je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, ça nous donne une idée. Et l'asymétrie de la jurisprudence en matière de sanctions légales en cas d'adultère, sont qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, à frapper même les juristes les moins soupçonnés de phylogénie. Donc d'avoir un penchant pour les femmes. Un penchant légal, hein, ça ne parle pas d'affection. Ailleurs et autrefois, ce peut être la polygynie, d'avoir eu plusieurs femmes en mode harem. Mais le recours d'un homme à la prostitution n'est pas adultère et n'est nullement cause de divorce. C'est donc que lorsqu'un homme a un rapport sexuel, son corps n'est pas considéré comme pris en main, mais qu'il en garde effectivement la propriété, la liberté d'usage qui en découle. Il peut s'en servir librement, sexuellement, comme de n'importe quelle autre façon, en dehors du lien qu'il a établi avec une personne particulière, sa femme. C'est donc seulement au moment où il établit un rapport coutumier d'appropriation sur une autre femme déterminée, et non un rapport épisodique avec une femme commune. Commune, ça ne veut pas dire du peuple ou quoi, mais voilà, qui appartient aux femmes en commun, qui est dans ce mode d'appropriation. Au moment où il brise les règles du jeu du groupe des hommes, et nullement parce qu'il offenserait sa femme, qu'il peut se retrouver en face de la sanction du divorce, c'est-à-dire se retrouver privé de l'usage physique étendu, comprenant les tâches d'entretien de sa propre personne, d'une femme précise, ce que lui assurait le mariage. Ça veut dire que globalement, il perd l'usage du mariage s'il contrevient à la loi des hommes établie par et pour les hommes, et que donc, s'il ne joue pas le jeu des hommes, il va perdre sa femme, mais pas parce qu'il va offenser sa femme. D'ailleurs, existerait-elle cette non-disponibilité physiologique des hommes, que cela montrerait une fois de plus à quel point le fonctionnement sexuel n'est jamais que la traduction de ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire l'image de ce qui se passe dans les rapports de fait. C'est-à-dire que l'idéologie, la théorie, n'est pas en soi, mais n'est que la traduction de rapports matériels. En effet, il serait inadmissible qu'un homme puisse apparaître disponible à l'usage, puisque socialement, il n'est pas un objet. Et que c'est justement ce qui le distingue de la femme qui, elle, appartenant aux hommes, est toujours disponible par définition. Ça, c'est sur le fait que les hommes ne soient pas des prostituées, donc évidemment tout ça est compliqué en détail et mérite d'être affiné, mais c'est très important pour comprendre ce qui se joue dans cette question de l'appropriation des femmes. Je me rappelle je crois que je l'ai raconté dans une vidéo il y a longtemps, d'un copain que je ne vois plus, qui me disait que c'était normal de violer les femmes parce que c'était physiologiquement possible. Moi, j'allais pas très bien, en plus je passais l'agrégation, donc vraiment ça allait mal. C'était vraiment au moment de mes euros d'agrégation, sur une période comme ça. Et puis bon, le type m'explique que c'est normal, il savait que j'avais été violée, etc. Et c'était un moment de crise, et il me dit c'est normal que les femmes soient violées parce qu'elles sont violables, quoi. En gros parce qu'elles ont un vagin. C'est d'une bêtise sans nom, et je lui avais crié dessus, et les hommes, ils ont pas un trou du cul au tout restaurant. Donc c'était... Et il s'était pas dit. Ce qui montre bien, voilà, que c'est pas du tout une question physiologique, matérielle, corporelle, ou quoi, ou n'importe quoi de ce qu'on veut,
mais qu'en fait, il trouvait une explication biologique complètement absurde et con à un rapport de fait social. Voilà ce que peut suggérer l'inexistence d'une prostitution pour les femmes, donc c'est pas la question de la prostitution des hommes qui existe, mais celle qui est adressée aux femmes, contre l'existence d'une prostitution pour les hommes. Et pour nuancer ça, on peut notamment penser, alors moi j'ai entendu que l'épisode des coups sur la table, mais au rapport de prostitution pour femmes, mais qui ne sont pas explicitement de la prostitution, en Amérique latine, les séducteurs professionnels de Nana. C'est vraiment intéressant de réfléchir à la limite d'une prostitution plus ou moins consciente à ce niveau-là. Voilà. Si j'y pense, je mets le lien de l'épisode, c'était vraiment bien. Il ne peut y avoir de prostitution pour ceux qui n'ont pas la propriété de leur propre corps. C'est-à-dire d'usage, enfin de prostitution dont les personnes bénéficieraient. Des possessions. Le corps, beaucoup d'entre nous sont très concernés par cette question et y attachent beaucoup d'importance. Or, récemment, sur la radio culturelle, un homme plutôt modéré, d'habitude, prenait sa crise, on dirait aujourd'hui plutôt piquer sa crise, en expliquant que toutes ces femmes écrivains, je cite approximativement, j'aime beaucoup, hein, un homme, on les nomme même pas, parlaient des réalités du corps avec insistance, du côté des tripes, en disant des choses que personne ne dit d'habitude, avec une sorte de complaisance insistante. Il n'a pas dit morbide, mais c'est le genre de choses qui étaient impliquées, en tout cas, tout cela était à ses yeux dégoûtant. Je me suis demandé ce qui se passait là, puisqu'il convient toujours d'écouter avec attention la classe antagoniste. Un homme exprimait sa colère devant celles d'entre nous qui reviennent sans cesse au corps et qui le font pour nos propres raisons. Notre corps est nié depuis si longtemps, découvrons-le. Donc ça, c'est pourquoi c'est important qu'il y ait du female gaze. Notre corps est méprisé depuis si longtemps, retrouvons notre fierté, etc. Dans le dégoût et le mépris exprimés par ce journaliste, dans son irritation, j'entendais un écho incertain qui m'était familier et que je ne parvenais pas à identifier. Ces phrases semblaient manifestement un commentaire idéaliste d'autre chose. Idéaliste, c'est pas qu'il est naïf ou qu'il voit tout en rose, ce qui serait un comble. Idéaliste, c'est qu'il va faire preuve d'idéalisme dans le sens philosophique, c'est-à-dire qu'il va croire aux idées et aux essences. Consciemment ou non. Hein. Commentaire superstructurel, en quelque sorte, qui était énoncé là. Je sentais bien, donc commentaire sur quelque chose de structurel. Hein. Donc sur une superstructure non directement visible. Mais quoi? Tout cela me rappelait, mais oui, le discours des possédants sur l'argent, l'argent ça pue. Le discours sur les biens matériels, les biens sont méprisables, etc. L'argent ça pue, comme les femmes. Les biens sont méprisables, comme les femmes. C'est donc que biens, femmes et argent sont identiques par quelque côté, lequel ils sont des possessions matérielles. C'est pas une possession symbolique, c'est une possession matérielle. En tant que possession, toute parole sur eux n'est convenable que dans la bouche du propriétaire. T'as pas à dire du mal de ma femme. Même du bien. On l'a chez Renaud. Hein. Lequel en parle comme il lui convient. C'est pas forcément bien. Et quand il lui convient. De plus, puisque ces biens sont à sa disposition, il peut les mépriser, selon la hauteur de vue qui, parfois, caractérise les nantis, qui ne sont pas attachés, Dieu merci, aux biens de ce monde, pas plus à leur bétail qu'à leur argent. Du moins, leur possession en est assurée. Et qui peut aussi aller avec des caractéristiques séduisantes. Il ne s'agit pas ici de traits de caractère. On peut être très attentionné avec ses affaires. Il s'agit de possession. Mieux, ils peuvent même s'en débarrasser symboliquement de leur possession femelle, par exemple, avec le pornosadisme littéraire et cinématographique, qui est même une activité abondante et bien établie dans leur classe. Hop, note. Ce type de littérature étant comme les eaux de toilette meurtrières, qui est attaquant, brut, balafre, d'usage élégant et convenant aux cadres et autres intellectuels. Ce cinéma-là, volant plutôt dans les zones de la misère sexuelle, guillemets, qui est émeutant, lorsqu'il s'agit de mal. En effet, on ne parle jamais de misère sexuelle pour les femmes, ce qui est logique, puisque la misère sexuelle est le fait d'être empêché ou privé d'exercer sur les femmes des droits qu'exercent les autres hommes. Qui parle de sexualité? Et c'est exactement ce qui se passe avec les incels. Mais il n'est pas question que ces biens gambadent dans n'importe quel sens et commettent l'erreur de se croire propriétaire de quoi que ce soit et principalement pas de soi-même. Et en note, à plus forte raison, il ne s'agit pas qu'une femme se conduise en propriétaire d'autres corps humains et fasse son petit numéro porno personnel. Il n'est que de voir l'accueil récemment réservé au dernier film de Lina Cavani, Au-delà du bien et du mal. Tout au plus peut-on louer de la part d'un auteur femme, ou présumé tel, le porno maso.
Les trémolos ravis autour d'Histoire d'eau furent significatifs à cet égard. De même, le succès du précédent film de Cavani, Portier de nuit, les quelques critiques qui s'élevèrent dans la grande presse ont porté sur les possibles implications racistes, mais non sur ces implications sexistes. Et je vais quand même ajouter et nuancer, ceci en fait ne contredit pas, mais il aurait fallu que Guillaumin le précise, que des femmes aient pu être en fait propriétaires de corps, d'hommes comme de femmes, et de corps qui étaient racisés. Et donc là, en fait, ce n'est pas d'un rapport de genre qu'il s'agit, mais d'un rapport de classe. Donc, en fait, on peut bien être possédé et possédant. C'est possible d'être en statut mineur et d'avoir des esclaves. Dans le régime de plantation 19e, etc. Je renvoie aussi à la combinatoire Streut sur cette question. Mais ce qui n'est pas possible, c'est d'avoir une possession dans la même classe, dans la même catégorie raciale ou de classe. Alors, est-ce que là, au niveau de la classe, on va posséder de la même façon? Ça, je ne le pense pas. Mais voilà, je ne vais pas être suffisamment... mais ça ne contredit pas, en fait. On l'a vu comme une contradiction, ça n'est pas une contradiction. Tiens, qu'il est vachement long, cet article. Qu'est-ce qu'il est bien. Je le ferai pas en entier, parce qu'en plus, ma mère va arriver avec la chaise haute. Et on va aller à la crèche. Tout cela n'est donc affaire de mépris que secondairement, on ne parle pas de psychologie, et pas du tout une affaire de négation. Le mépris et la négation, c'est ce que nous entendons et subissons, nous, mais ne sont que l'écorce d'un rapport. Le mépris et le dégoût devant la revendication de leur corps par les femmes ne sont que dérivés de la possession de ce corps par les hommes. Quant à la négation, nier, nous ne le sommes pas exactement. D'ailleurs, on ne s'acharnerait pas tant sur nous, ou après nous serait bien plus juste, si nous n'existions pas matériellement. C'est comme sujet que nous n'existons pas. Matériellement, nous n'existons que trop, nous sommes des propriétés. Tout ça est une banale affaire de bornage. Comme on met des bornes cadastrales à un terrain. C'est parce que nous appartenons que nous sommes tenus en mépris par nos propriétaires. C'est parce que nous sommes en main, en tant que classe entière, que nous sommes dépossédés de nous-mêmes. Et ça me fait penser, là, ça vient d'un seul coup comme idée, le fait de dire que le fleuve peut avoir un intérêt juridique propre et s'appartenir à lui-même, des fleuves, la terre, etc., enfin, des parcelles, c'est en fait sortir de cette propriété privée. Et je pense que c'est absolument majeur. En termes d'éducation, pas d'éducation, mais de rapport de force, mais aussi comme transformation sociale de la propriété. C'est une sortie de la propriété, de cette propriété moderne, contemporaine, post-révolution française. Le hic est d'ailleurs que c'est bien là, aussi matériel soit-il, bouge et parle, ce qui complique considérablement les choses. Ce à quoi les artistes tentent de mettre bon ordre, ils nous prient fréquemment de tête, de bras, de jambes. La Vénus de Cnide, celle du Louvre, décapitée, jatte et manchotte, reste un idéal féminin de référence. Le mieux étant morte et encore chaude, comme la culture virile des bons mots des spectateurs de western ne le laisse pas ignorer. Vous l'avez encore aussi dans le Jeanne d'Arc de Besson, qui les aime pas trop vivantes ou pas trop âgées. La charge physique des membres du groupe. Les rapports de classe de sexe et les rapports de classe banals. On rappelle, banaux, c'est qu'il y a rapport au banc, comme le four banal des fours banaux, et banals, c'est un usage dérivé, mais qui est devenu notre exception, du fait que c'est courant, puisque c'est sous le banc, mais l'usage s'en est perdu, et donc on va dire banaux pour le four. Le banc, c'est ce qui est... c'est un pouvoir, le banc. C'est ce qui va être sous le pouvoir d'un seigneur, et donc le four, il va appartenir à cette terre. Et donc, banal dans le sens ordinaire devient banals, on va dire banal au pluriel. Mettent en œuvre des instrumentalités différentes. Si l'esclavage et le servage impliquent la réduction à l'état de choses, d'outils dont l'instrumentalité est appliquée ou applicable à d'autres choses, agricoles, mécaniques, animales, etc., le sexage en outre, donc le sexage c'est l'appropriation des femmes, en raison de leur sexe, comme l'esclavage de maison, concerne la réduction à l'état d'outils dont l'instrumentalité s'applique de surcroît et fondamentalement à d'autres humains. De surcroît et fondamentalement car les femmes, comme tous les dominés, accomplissent certes des tâches n'impliquant pas de relations directes et personnalisées avec d'autres êtres humains, mais toujours, et elles seules désormais dans les pays occidentaux, elles sont consacrées à assurer hors salariat l'entretien corporel, matériel et éventuellement affectif de l'ensemble des acteurs sociaux, ce qu'on appelle la reproduction sociale. Il s'agit d'une prestation non monétaire,
comme on le sait, et B, donné dans le cadre d'une relation personnalisée durable. Dans deux cas, service physique étendu et service sexuel, le rapport d'appropriation se manifeste dans le fait banal et quotidien que l'approprié est attaché au service matériel du corps du dominant et des corps qui appartiennent à ou dépendent de ce dominant. Voilà, on fait à manger, on va laver la salle de bain, on lave les toilettes, on va mettre du papier toilette, on achète le gel douche. La prise en main en tant que chose par le dominant se distingue par la disponibilité physique consacrée au sein matériel d'autres individualités physiques. Et ceci dans une relation non évaluée, ni temporellement, ni économiquement, c'est-à-dire vous n'avez pas de congé. Et ça, c'est particulièrement cruel avec la retraite, parce que les mecs sont à la retraite, en plus ils sont donc à domicile, pas contents, et pas les femmes, il n'y a pas de retraite de femmes au foyer. Quand bien même, elles ont pu être travaillées et devenir à la retraite elles-mêmes, c'est le moment, mais on parle trop peu de la classe d'âge dans le patriarcat. Certes, ces tâches de l'entretien physique existent également dans le circuit monétaire du travail, sont effectuées, parfois professionnellement, contre salaire. Mais ce n'est pas un hasard que là encore, aujourd'hui et ici, ce sont quasi exclusivement des femmes qui le font. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de services où on va de plus en plus externaliser ça, y compris par les livraisons qui sont souvent masculines, là, le Uber Eats, etc., ou tous les services Uber, ou services de ménage type Shiva. Donc en fait, ces tâches sont bien monétisables et elles vont amener donc une exploitation franchement capitaliste mais qui est toujours structurée par le genre et la race. Mais si on compare le nombre d'heures respectivement salariées et non salariées consacrées à ces tâches, elles sont à une écrasante majorité effectuées hors du circuit salarial, donc économie domestique. Socialement, ces tâches sont effectuées dans le cadre d'une appropriation physique directe. Par exemple, l'institution religieuse absorbe des femmes qu'elle affecte gratuitement à ce travail dans les hospices, orphelinats et divers asiles et maisons. Alors ça peut être les femmes qui sont enfermées contre leur gré, type Magdalene Sister, ça existait aussi en France, mais ça peut être aussi des femmes qui se dévouent, les bonnes sœurs elles-mêmes. Comme dans le cadre du mariage, d'ailleurs elles sont mariées à Dieu, là c'est vraiment pour les religieuses, c'est contre leur entretien et non contre un salaire que les femmes dites sœurs ou religieuses font ce travail. Ce qui fait un énorme dumping social. C'est un énorme problème au 19e entre les sœurs et les institutrices laïques. Et il ne s'agit pas, bien sûr, de charité religieuse, puisque lorsque ce sont des hommes que regroupent les institutions sacrées, ils n'effectuent nullement ces tâches d'entretien des humains. Il s'agit bien d'une fraction de la classe des femmes qui, ayant été réunies, effectuent socialement hors salarial les tâches d'entretien physique des malades, enfants et vieillards isolés. Elles sont le comble de la féminité à l'égal des prostituées et peut-être davantage, qui sont un autre volet, mais apparemment décalées parce qu'elles sont payées du rapport spécifique de ce sexage. Note. Il n'est peut-être pas si évident qu'elles soient payées, car en définitive, ce sont les MAC qui le sont, et très normalement, ils louent leur propriété. Alors ça c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que je pense qu'il peut y avoir un vrai travail du sexe autonome, enfin j'en suis certaine, mais que ce rapport d'appropriation, il n'est pas forcément celui du proxénétisme. Non, il peut être marital, par exemple. Ils louent leur propriété. D'une certaine façon, mais ça, c'est très féministe matérialiste. Et c'est logique parce que, finalement, l'autonomie, là-dedans, elle ne se pense pas vraiment. Et est-ce que là, on peut parler, par exemple, d'empowerment ? Je parlerai vraiment de marge de manœuvre dans un système extrêmement contraint, et notamment économiquement contraint. D'une certaine façon, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent avec le travail du sexe. Et pour soi. D'une certaine façon, on peut dire du service des prostituées qu'il est bien vendu, il donne lieu à échanges monétaires, mais que ces dernières ne sont pas payées. Voilà, là, je trouve ça plus discutable. Mais je suis vraiment pas spécialiste de ces questions. D'ailleurs, mais justement, je pense aussi que le fait que des prostituées ou travailleuses du sexe soient vraiment autonomes, et alors est-ce qu'elles sont autonomes dans un modèle type Uber avec OnlyFans ? Alors, travailleuses du sexe, ça passe juste prostituée type OnlyFans, est-ce que... ou d'escorting, etc. Sur tout l'ensemble d'échanges économico-sexuels, il y a des autonomies et des marges de manœuvre plus ou moins grandes. Et le fait qu'il y ait des autonomies réelles est en fait sanctionné, déjà socialement.
D'ailleurs, l'abominable bon sens populaire, ce puits d'hypocrisie conformiste, le considère bien ainsi, qu'il n'imagine que la religieuse ou la putain comme femme. C'est-à-dire que quand t'es une femme, t'es soit une religieuse, soit une putain. Elles sont les figures allégoriques d'un rapport qui est celui de tous les jours et qui unit les deux. Et ce qui est assez étonnant, c'est que d'une certaine manière, on considère les féministes comme étant les deux. À la fois des religieuses par leur dévouement qu'elles devraient avoir, mais que fait Rokhaya Diallo, mais que font les féministes, pourquoi elles parlent pas d'Iran, etc. Mais où en plus on va les traiter très mal, ce qui ne signifie pas qu'il faut traiter mal les prostituées hein, et travailleuses du sexe, mais qu'on va aussi leur imaginer une disponibilité sexuelle assez grande, une liberté sexuelle très grande. C'est notamment des stigmates qui poursuivent les Saint-Simoniennes ou qui poursuivent les féministes depuis les Saint-Simoniennes qu'on touchait juste en tapant justement sur les libertés sexuelles. C'était le point. La charge physique et la charge sexuelle dont il est ici question sont effectivement au centre des rapports de sexe. C'est bien pour ça qu'une des raisons de la contrainte sexuelle, c'est de dire oh là là, j'ai les couilles bleues, ça va me faire du bien, etc. Vas-y chérie. Parce que ce qui va pas être ramené du côté du sexe, c'est ramené du côté du soin. Et ça, c'est moi qui le dis. Des effets de l'appropriation sur l'individualité. Parler d'entretien matériel des corps et peu dire ce sont là des évidences trompeuses qu'on croit connaître. En fait, que veut dire entretien matériel physique? D'abord, une présence constante. Pas de pointeuse ici, une vie dont tout le temps est absorbé, dévoré par le face-à-face avec les bébés, les enfants, le mari, et aussi les gens âgés ou malades. Et souvent est malade. Face à face, car leurs gestes, leurs actions tiennent directement la mère, épouse, fille, belle-fille dans leur mouvance. Chacun des gestes de ces individus est plein de sens pour elle et modifie sa propre vie à chaque instant. Un besoin, une chute, une demande, une acrobatie, un départ, une souffrance l'oblige à changer son activité, à intervenir, à se préoccuper de ce qu'il faut immédiatement, de ce qu'il faudra faire dans quelques minutes, à telle heure ce soir, telle heure, avant de partir, avant que Z ne vienne, chaque seconde de temps. Et sans espoir de voir cesser, elle fixe cette préoccupation, même la nuit, elle est absorbée dans d'autres individualités, détournée vers d'autres activités que celle qui est en cours. Bon, là, je prends un énorme scud dans la gueule. C'est clairement ce que je vois avec la maternité, c'est ce que j'ai vu en étant l'aidante de mon père, mais pas à ce point-là. C'est ce que j'ai vu de ma mère pour ses parents. C'est ce que je n'ai pas vu de mon père pour ses parents, mais un petit peu quand même, mais pas du tout à ce point-là. Mais il faut dire aussi que mon père n'avait pas de sœur. C'est vrai. Là, moi, c'est vrai, et c'est en ça que je me sens libre de n'avoir qu'un bébé et pas de compagnon ou de compagne. Et ce ne serait pas la même chose compagnon ou compagne, mais de ce temps gagné par, on va dire, l'évacuation de ma vie romantique et d'une cohabitation éventuelle, on verra plus tard. Mais pour mes deux autres, allez, job, passion, passe-temps, idéaux, baby et la science. Et en fait, oui, c'est ça, c'est le temps. C'est le temps qui est pris, c'est le temps de... C'est pas seulement l'espace, et je dis ça, et j'ai en face de moi un parc immense par rapport à la petite taille de mon salon parisien. Mais c'est ce temps qui absorbe en permanence et qui fait que je tourne à des heures indues ou... Enfin voilà, je vois maintenant mon emploi du temps avec des bornes ou des jalons fixes et plein de modules à placer en Tetris permanent. Et ma mère ne cesse de me dire ah on fait ça à quelle heure, assis à machin. Je dis je sais pas, on va voir. Et elle le comprend vraiment parce que ça dépend si baby pleure pas, s'amuse dans le parc, ça se passe bien, il y a ci, il y a ça. Et c'est une adaptation permanente, alors qu'il y a aussi un immense apprentissage de bah là il est urgent de prendre le temps. Là, le câlin est une nécessité, voilà. Et ça c'est aussi un peu anticapitaliste, mais c'est quelque chose qui effectivement m'approprie énormément. Alors son autonomie à Baby va me redonner la mienne. Mais en attendant, je suis absorbée, littéralement, et je le prends juste dans la gueule. La contrainte ne réside pas seulement dans la constance de cette présence et de cette attention, mais dans le soin matériel physique du corps lui-même. Laver les morts est tâche du groupe des femmes, et ce n'est pas rien. Ça, je l'ai évité quasi, mais parce qu'on est dans un régime contemporain, quoi. Pas plus que de laver les grands malades. De plus, l'attachement matériel à des individualités physiques est aussi une réalité mentale, et ça, je l'ai vraiment senti. Il n'y a pas d'abstraction. Oh, ça me fait... Je ne l'ai pas relu depuis que j'ai perdu papa. Je le prends vraiment dans la gueule. Il n'y a pas d'abstraction. Tout geste crée à une face signifiante une réalité psychologique. Même laver les chiottes, en fait.
Parce que quand vous lavez les chiottes d'un cancéreux, faut pas croire que les toilettes sont normales. Et vous le voyez. Bien contente inlassablement de nous contraindre à ne pas penser, cet attachement ne se vit pas mécaniquement et dans l'indifférence. L'individualité, justement, est une fragile conquête souvent refusée à une classe entière dont on exige qu'elle se dilue matériellement et concrètement dans d'autres individualités. Contrainte centrale dans les rapports de classe de sexe, la privation d'individualité est la séquelle ou la face cachée de l'appropriation matérielle de l'individualité. Je vais lire les notes que j'ai zappées. Donc le passage de la famille étendue à la famille conjugale, qu'on appelle aussi nucléaire, est censé avoir modifié les liens familiaux. En fait, c'est faux. Et ça, je confirme. Quand bien même les gens n'habitent pas ensemble, mais ça fait juste plus de déplacements. Peut-être est-ce moins fréquent, mais dans Paris même, des femmes continuent à se déplacer pour porter des repas aux parents malades ou âgés, faire le ménage, les courses, leur faire une ou plusieurs visites quotidiennes, selon la distance de leur logement. Les tâches qui sont supposées avoir disparu, on se demande pourquoi cette idée est si répandue, reste tout à fait actuelle. Alors on a aussi une externalisation par le portage des repas, etc. Qui c'est qui va en organiser la gestion? Sur ce point, l'abondance des textes de Beauvoir à celle d'entre nous les plus anonymes est si grande que presque toute la littérature féministe est concernée. Donc sur le temps. Mais oui, mais je le sais, mais je le prends dans la gueule quand même. Un peu de familiarité avec cet univers me semble définitivement immunisé contre les poétiques vaticinations qui nous suggèrent que le bon temps d'autrefois, avec ses grands dévouements rituels, trimballait de la valeur à plein coffre-cœur. Sur les tâches rituelles du groupe des femmes, voir Yvonne Verdier, la femme qui aide et la laveuse. Donc sur le fait que c'est très beau et pour rappeler que c'est aussi très pénible. Je vais encore lire 2 paragraphes et après je vais regarder la chaise haute et ma maman. Car il n'est pas évident que les êtres humains se distinguent si facilement les uns des autres. Et une constante proximité charge physique est un puissant frein à l'indépendance, à l'autonomie. C'est la source d'une impossibilité à discerner, a fortiori à mettre en œuvre des choix et des pratiques propres. Et ça, le fait que je le ressens profondément avec mon bébé, que mon autonomie en prend un coup, que son autonomie n'est pas là du tout, et que les frontières même du corps sont pas si nettes. Et quand je dis ça, ça m'amène à profondément m'interroger sur l'inceste, et aussi à être complètement horrifiée de l'inceste parce que ça me semble aussi très évident que son corps n'est pas le mien, mais surtout ce qui va... En fait, le consentement ne fonctionne pas avec un bébé. Parce que le bébé, il ne peut pas savoir, il ne peut pas consentir puisqu'il n'est pas éclairé. Il n'est pas dans la communication. Et là, j'essaie de faire pour le bien de mon bébé, en lui laissant autant d'autonomie que possible et en lui donnant l'apprentissage de cette autonomie. Mais qu'est-ce que c'est difficile et les questions sont permanentes. Donc je continuerai à me les poser. Mais voilà, là quand je dis inceste, c'est pas que j'ai peur d'être incestueuse. Voilà. Mais j'ai quand même toujours peur. Il y a des choses que je refuse de faire. Moi, on m'a dit de lui mettre un thermomètre dans les fesses pour l'aider à déféquer. Enfin, mais c'est abominable. Donc j'ai pas fait ça. Voilà. Donc en fait, l'encouragement à des gestes allant vers l'inceste, c'est permanent. Ah oui, puis il y a aussi cette blague de c'est lui qui décide, ou celle qui décide pour les enfants, selon les cris. Et on va plus dire d'ailleurs c'est lui qui décide pour dire le bébé en général, mais avec quelque chose de masculin. Et c'est vrai, mais c'est pas non plus une décision. Et ça change énormément de choses que j'ai pas du tout fini de dégoupiller. Ce n'est sûrement pas un hasard si les membres de la classe de sexe dominante sont dégoûtés par la merde de leurs enfants et en conséquence ne peuvent pas les changer. Et ça, c'est vrai, la mère de mon bébé ne me dégoûte pas, et j'en suis étonnée. Personne ne songerait même à penser qu'un homme puisse changer un vieillard ou un malade, le laver son linge. Mais les femmes le font et elles doivent le faire. Elles sont l'outil social affecté à cela, et donc elles ne sont pas des personnes, elles sont un outil social. Et ce n'est pas seulement un travail pénible obligatoire, il y a d'autres travaux pénibles qui ne relèvent pas de la division sociale sexuelle du travail, c'est aussi un travail qui, dans les rapports sociaux où il est fait, détruit l'individualité et l'autonomie. Et moi, je pense qu'il faut qu'on repense en dehors de l'individualité et de l'autonomie, mais je ne suis pas encore super claire là-dessus. Effectuer hors salaire dans l'appropriation de son propre individu qui attache la femme à des individus physiques déterminés, et c'est le fait que les individus physiques soient déterminés qui me questionne. Familiers au sens propre, avec lesquels les liens sont puissants, quelle que soit la nature, amour, haine de ces liens, ils disloquent la fragile émergence du sujet. Et ça, c'est vrai. Et c'est en fait la question féministe et familialiste et enfantiste majeure de savoir comment on sort de cette impasse. La panique où se sentent plongées beaucoup de femmes lorsque leurs enfants sont nouveau-nés, qu'on la baptise dépression nerveuse, déprime ou fièvre puerpérale, qu'on va appeler postpartum aujourd'hui, qu'est-ce d'autre que le constat qu'on disparaît, c'est la psychose aussi, qu'on est dévoré, pas seulement physiquement, mais mentalement, donc mentalement qu'on vacille sur un fil, dont on ne sait s'il vous jettera définitivement dans le brouillard de l'absorption, quasi physique avec les autres.
ou s'il vous permettra de traverser ce temps non mesurable et non mesuré sans se perdre définitivement. Ou s'il vous permettra de ressortir de l'autre côté du tunnel à un moment indéterminable. Il y a des étapes, hein. Globalement 2-3 mois, 6 mois, 3 ans. La confrontation à l'appropriation matérielle et la dépossession même de sa propre autonomie mentale. Et je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Elle est plus brutalement signifiée dans la charge physique, mais quand il y a la crèche. Et la crèche, c'est des femmes. Dans les faits, hein. Dans la dépossession même de sa propre autonomie mentale, elle est plus brutalement signifiée dans la charge physique des autres dépendants que dans n'importe quelle autre forme sociale que prend l'appropriation. Quand on est approprié matériellement, quand on est dépossédé mentalement de soi-même. C'était hyper dense, c'était long. Je vous dis à bientôt déjà. J'ai pris un scud. Et c'est tant de questions. À bientôt.